Salut, c'est Rose. Vous écoutez Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Aujourd'hui, je reçois Franck, que vous connaissez peut-être sous le nom de Lièvre Taquin sur Instagram. Franck est influenceur vegan depuis plusieurs années et il est notamment le créateur de la Vegan Tourist Map et du Noël Rebelle. C'est le spécialiste international de la bonne bouffe vegan à Paris. Il connaît tous les bons restaurants, les bons endroits où passer un chouette moment dans la capitale et ailleurs. Il nous raconte aujourd'hui son parcours et comment il en est arrivé à mettre les humains et les autres animaux sur le même pied d'égalité. Il nous parle aussi de ses nombreuses activités et de ses projets. Alors ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti! Bonjour Franck. Bonjour Rose. Franck, vous êtes le créateur de la Vegan Tourist Map Paris, une carte qui recense tous les lieux de restauration vegan de Paris. Et vous êtes vous-même vegan depuis une petite dizaine d'années. Vous organisez aussi un food tour, si je ne me trompe pas, et deux jeux de piste dans Paris. C'est ça. Et puis d'autres événements à plus grande échelle, comme par exemple en décembre 2024, un marché de Noël vegan, etc. Ça vous va comme présentation ? C'est parfait. Alors, pour tout vous dire, chers auditorices, on vient de sortir de table avec Franck. On a eu une super démonstration de nourriture d'un nouveau traiteur vegan. C'était très bon. Moi, j'ai envie de faire la sieste. Je comprends. Oui, j'ai été contacté par un traiteur qui s'appelle Adel Zitoun et dont sa marque s'appelle Sweet Frenchies, qui se lance en ce moment dans l'offre traiteur végétal. Et donc voilà, on a eu le droit à des pâtes feuilletées avec une salade vinaigre balsamique, d'autres bouchées au fromage végétal et au poulet végétal, des tartelettes, un pokéball. Donc c'est assez varié et j'ai bien aimé. Ouais, c'était vraiment très fin. Et puis, on a quand même l'équipe Poule Sentimentale a été embauchée par Franck pour pouvoir... Qui a vu tout l'envers du décor, voilà. Des influenceurs insupportables qui vous font toujours manger froid. Ils vous promettent monts et merveilles. Ah, vous allez manger de nouvelles choses. En plus, on est invité. Oui, après 30 minutes de travail forcé. Non rémunéré, non mais si, quand même là... C'était quand même bon. Voilà, rémunéré en nature. Donc ce qui s'est passé, c'est que il fallait que Franck fasse des courtes vidéos ou de dégustation en fait de chaque petit plat, chaque mignardise, chaque bouchée qu'on avait à déguster pour pouvoir les présenter à la communauté Instagram. C'est ça, oui. Et donc moi je filmais et puis on a fait un peu de lumière. Voilà, il y avait à peu près 547 bouchées. À peu près, ouais. Voilà. Et puis, il fallait quand même pas tout manger d'un coup parce que c'était un peu long. Voilà. Du coup, j'avais une assiette en hors champ sur laquelle je mettais genre les restes de chaque bouchée. Et vous me regardiez manger avec le ventre vide. Exactement. La bave au coin des lèvres. Voilà. Et on attendait impatiemment de pouvoir le goûter aussi. Voilà. C'était pas du tout dans les termes du contrat, mais... Mais ça a été fait avec plaisir, évidemment. Merci. C'est vrai que c'est plutôt un privilège de pouvoir faire profiter aux autres de ces expériences culinaires. Et donc, à travers mon compte Instagram sur lequel je partage des recueils d'adresses ou des avis et expériences filmées, évidemment, la Vegan Tourist Map, ma carte des restaurants vegan de Paris. Du coup, voilà, d'où la map. Oui, la map, la carte vegan. Ouais. Donc, la question, c'est comment vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, où vous avez grandi, vos études, et puis la rencontre avec la cause animale aussi. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là au jour d'aujourd'hui, à déguster des bons petits plats? Alors, de base, j'ai fait des études d'architecture en sortant du lycée et j'ai depuis longtemps été sensible à la cause environnementale et au respect des animaux parce que ma sœur, quand j'étais petit, pour l'anecdote, m'enregistrait des cassettes où elle me racontait des histoires sur les animaux et à quel point ils étaient
passionnant et sensible et comment je pouvais, à mon échelle d'enfant, essayer de respecter la nature en éteignant la lumière. Voilà, on a un impact un peu, un peu limité quand on a 6 ans, mais c'est déjà une graine. Et quand je suis devenu adulte, j'ai continué à manger comme je le faisais avant, des produits animaux à tous les repas, parce que je pensais que c'était nécessaire, notamment pour la santé, et que c'était comme ça. Et donc, c'est quand j'ai rencontré pour la première fois une personne végane, quand j'étais en voyage en Écosse, j'avais 21 ans ou 22 ans. Et jusqu'à ce moment-là, j'avais encore jamais entendu parler de véganisme, ou très vaguement sur des sites de mèmes, et c'était pas en bien. Et oui. Pour moi, ça n'avait pas vraiment de sens. C'était une mode de personnes qui se croyaient supérieures. En fait, je voyais pas le cœur du problème qui était l'élevage, l'exploitation et tout ce qui est nécessaire de faire pour que ces produits arrivent dans nos rayons. Et au-delà de ça, je pensais que c'était nécessaire pour être en bonne santé, et du coup qu'à partir du moment où on a besoin de produits animaux pour être en bonne santé, c'était un argument suffisant pour continuer à en consommer. Mmh. Or, il se trouvait qu'en rencontrant cette végane, c'était faux. Elle était en bonne santé, et elle voyageait, elle était végane depuis 4 ans, et elle était heureuse. Ouais. Aussi, ça compte. Vous voulez dire qu'elle était heureuse parce qu'elle était végane? Déjà qu'elle était, je la sentais alignée avec ses valeurs, et surtout elle savait défendre chacun des points un par un de pourquoi elle était végane, c'est-à-dire pourquoi elle avait arrêté de consommer des œufs, du lait, de porter de la laine. Je m'étais aperçu qu'elle s'était renseignée, qu'elle avait elle-même visité des élevages, vu comment les animaux étaient traités, même dans les petits élevages et pas que dans les fermes-usines, comme les gens ont tendance à le rapporter pour dire que le véganisme c'est extrême, et que quand on se tourne vers les petits élevages paysans, les animaux sont bien traités. Alors que déjà, tu nourris pas 9 milliards d'habitants qui mangent des produits animaux tous les jours avec des petits élevages, sinon ça fait juste dans la totalité de plus gros élevages, et en plus il n'y a pas de place. Bien sûr. Mais oui, heureuse parce qu'elle était alignée avec ses valeurs, mais aussi parce qu'elle continuait à faire ce qu'elle aimait, voyager, danser, enseigner, que c'était pas un frein à la vie sociale, culturelle et tout le reste, que je pensais que ça pouvait l'être. Donc cette personne m'a beaucoup inspiré. J'ai rencontré une autre végane également qui m'a hébergé en couchsurfing. Donc voilà, vous savez, c'est quand on dort chez l'habitant ou l'habitante, en l'occurrence, sans payer, parce que juste les gens sont sympas et qu'ils aiment rencontrer des nouvelles personnes. Et il se trouvait que du coup, c'était une végane, pour le coup, bien militante, avec des aimants sur les frigos, des magazines posés, vegan magazine sur la table au salon, genre voilà, c'est juste si ça vous intéresse. C'était un peu son militantisme d'accueillir chez elle des gens gratuitement, mais en échange il y avait un petit en échange une petite dose de propagande, quoi. Pas mal. Voilà. Je retiens l'idée. Voilà. Oui, du coup ça a fonctionné, puisque j'ai regardé j'ai ouvert le magazine, j'ai vu effectivement il y a des bodybuilders vegan, il y a des alternatives à la viande végétale, donc en fait c'était plein d'informations que j'avais pas du tout avant, et donc ça m'a ouvert des perspectives. À partir de ce moment-là, j'ai su que c'était possible, donc j'ai commencé à devenir vegan, mais c'est pas venu tout de suite, parce que aussi être vegan, ça demande de changer des habitudes qui sont profondément ancrées, et parfois ça demande du temps, et aussi pour changer également de paradigme, c'est-à-dire de façon de penser, de percevoir la société, les animaux, etc. Ça se fait pas du jour au lendemain. Une nouvelle pensée, ça se construit, et c'est pour ça qu'on lit, c'est pour ça qu'on regarde des documentaires, c'est pour ça qu'on discute avec des gens, pour ensuite aussi tenir des discussions et son discours lorsqu'on est entouré d'autres personnes qui chercheront à remettre en question
votre choix de vie. Bien sûr. Une pensée, ça se construit et il faut déconstruire aussi celle d'avant, qui est encore un autre travail. Oui. Tout en la gardant en tête, qu'elle a existé, qu'elle est en nous, pour pouvoir justement continuer de parler aux gens qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore pris conscience de certaines choses. Il faut aussi se souvenir d'où on vient. Oui, complètement. Et c'est là aussi un exercice, c'est de se rendre compte que percevoir les animaux comme des biens de consommation, comme de la nourriture sur pattes qui est juste là pour servir nos intérêts, c'est aussi une pensée qui a été construite et qui est tellement ancrée et développée dans notre société que elle en devient invisible. Et c'est pour ça que c'est vachement important qu'il y ait eu des termes qui ont été inventés comme le spécisme, pour justement mettre le doigt sur cette forme de discrimination arbitraire et se dire que il y a aussi d'autres façons de percevoir les rapports entre les humains et les autres animaux. Tout à fait. Donc vous faites ces voyages, vous commencez un petit peu à devenir végétalien, un petit peu, vous alternez un petit peu, c'est ça, le temps de vous y faire, de vous documenter peut-être complètement sur tout ce qu'il faut changer dans votre vie, peut-être aussi. Est-ce qu'il y avait des freins quand même ? Il y avait plusieurs freins. Bon, déjà, j'avais peur qu'en changeant trop radicalement et rapidement de régime, mon corps soit un peu bousculé. Donc j'ai fait progressivement. J'ai d'abord retiré les produits laitiers, la viande que j'achetais au magasin. J'en achetais plus. Je continuais par contre sur les premiers mois à acheter du poisson et aussi des œufs parce que j'avais pas encore conscience du problème des œufs. J'ai appris que plus tard. C'est plus difficile à comprendre. À percevoir, oui. Ouais. Parce que bon, la viande c'est un animal mort, donc c'est assez facile de faire le lien. Le lait, je savais déjà avant de rencontrer les véganes qu'il fallait séparer le veau de sa mère pour pouvoir en prendre, et que même si on le séparait pas, au bout d'un moment, la mère elle serait trop vieille. Et donc faut la tuer parce que au bout d'un moment, une exploitation agricole c'est aussi une entreprise et on peut pas juste et oui, nourrir gratuitement entre guillemets sans qu'elle rapporte rien. Voilà, c'est ça. En tout cas, pas dans notre modèle de société. Donc voilà, en apprenant aussi les problèmes autour de ça, de savoir que la pêche durable n'existe pas aussi. Enfin, ça change rien de toute façon à le fait que les poissons sont aussi des êtres sentients. Donc même s'il était durable, ça n'a pas de... Vous voulez dire que écologiquement, éventuellement, ça pourrait peut-être s'entendre, mais que dans l'éthique animale... Oui. Les poissons ressentant les émotions, la douleur, la joie, l'amitié, tout le reste. Voilà. Du coup, ça se justifie pas. Du coup, ça se justifie pas quand on peut être en très bonne santé et manger toute une variété de choses sans leur causer du tort, parce que pour le coup, et ça c'est un paradoxe qu'on retrouve souvent, c'est que quand les personnes non végétariennes défendent le bien-être animal, très souvent on leur demande du coup... Moi, j'ai pas de poisson. Ouais. Parce que la mise à mort douce ou toutes ces autres fantasmes que l'on a sur les animaux, ils sont juste absolument inexistants dans la pêche, parce que à partir du moment où le poisson sort, il est asphyxié lentement, il est conscient de ses derniers instants, et ils peuvent être très longs, jusqu'à plusieurs heures. Donc, oui, puis c'est par paquet, donc ils font pas un par un, poisson par un, enfin c'est pas... Oui, voilà, c'est ça. C'est au-delà de ce qui s'invente en film d'horreur, vraiment quand j'ai commencé à me renseigner dessus, en lisant des textes sur le site Vegan Pratique de L114, qui est non seulement bien pour avoir des informations, des recettes ou des conseils de nutrition, ou des arguments de nutrition aussi. C'est toujours bon à prendre pour les discussions. Il avance aussi des arguments d'un point de vue éthique, en parlant de l'intelligence et de la vie sociale des animaux, qui normalement sont perçus comme, encore une fois, des ressources, comme les vaches, les poules, qui sont en fait sensibles, intelligentes, etc. Et du coup pour les poissons également.
Et en fait, en lisant ça, voilà, en noir sur blanc, on se rend compte de l'absurdité et la cruauté absolue, hein, on va pas se le cacher, du secteur de la pêche. Ouais, là, du coup, il n'y a pas trop de freins dans ce que vous dites. Parce que vous disiez que vous aviez oui, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'on avait parlé de freins de base. Non, mais c'est super. Non, c'est super, mais du coup... Non, les freins, c'était principalement sociaux. D'accord. Je dirais que en fait, une fois que je suis rentré, alors d'abord en France et ensuite j'ai habité en Allemagne, c'était effectivement un peu plus facile qu'en France, mais quand même, je connaissais peu de véganes, en tout cas, j'ai pas d'amis véganes pendant un très long moment. Et devoir se justifier quand on est invité, quand on est avec d'autres personnes, etc. C'est parfois difficile, on n'a pas toujours envie d'être le centre de l'attention. Aussi, par exemple, quand on a d'autres personnes à côté qui terminent pas leur plat, je me dis bon, je participe pas parce que j'ai pas acheté, donc je termine. Du coup, il y a eu les premiers freins, c'était d'abord l'inquiétude pour la santé. Il y a aussi les freins sociaux et devoir se justifier, devoir essayer de réfléchir à l'avance où est-ce qu'on pourra manger quand on voyage ou quand on est dans des contextes différents. Certains trucs qui me manquaient aussi un peu au début, comme pouvoir prendre une viennoiserie facilement. Voilà, je me suis accordé un peu de tolérance sur le début, le temps de me faire à ces nouvelles habitudes et de forger, du coup, comme on disait tout à l'heure, mes pensées. Et également, du coup, de me documenter. Donc, il y a eu des documentaires qui m'ont inspiré, qui m'ont donné plus d'argumentaire et de conviction dans ces choix. Je pense évidemment à Cowspiracy, qui parle de l'impact de l'élevage sur l'environnement et à quel point cette thématique a été quasiment invisible des campagnes écologistes. Presque effacé pour des raisons parfois de subventions par des entreprises qui ont tout intérêt à ce qu'on sache pas que l'élevage a un beaucoup plus gros impact environnemental que le transport, par exemple, de la nourriture. Enfin, je parle des subventions de ces entreprises pour les organismes écologiques comme je crois que c'était Greenpeace. Il y avait Greenpeace dans le film. Voilà, qui était pointé du doigt. Ouais, après, il y avait des limites sur le film d'un point de vue factuel. On l'a vu plus tard. Il y a certains chiffres qui sont débunkés par le site de L114 même, mais c'était une porte d'entrée à une réflexion qui était très intéressante. Voilà. Ah ouais, il y avait aussi, il me semble que vous avez parlé de Vegan Sidekick. Il y a Vegan Sidekick, alors lui, c'est mon parrain du véganisme, donc ça s'appelle Vegan Sidekick, comme un coup sur le côté, voilà, mais ça veut dire aussi écuyer, le acolyte en anglais. C'est des BD, peut-être que le nom vous dit rien, mais c'est très probable, si vous vous intéressez au véganisme, que vous ayez vu ces BD sur une page, pas sur une page Facebook cases, à l'époque, oui, c'est ça. Donc c'est des BD en noir et blanc, en 4 cases, qui très souvent qui débunk un argument sur le véganisme. Un argument que des opposants, on va dire, au véganisme disent vegan, et que on a toutes et tous entendu quand on est vegan. Et devoir se sentir un peu démuni face à ces arguments, et c'est aussi quelque chose qui était un peu pesant au début. Et lire ces BD, genre ce que répondent aux gens qui disent ouais, mais la moralité c'est subjectif, chacun ses choix, et puis de toute façon on a toujours fait comme ça, et les lions mangent la gazelle, est-ce que tu vas les arrêter, etc. C'est des choses qui au début nous prennent un peu de cours. On dit ah ouais, s'ils avaient en partie raison, et en fait ils montrent que non, c'est complètement idiot, et c'est souvent en remettant ces arguments dans d'autres contextes. Par exemple, en disant oui, mais les lions tuent aussi leurs enfants, est-ce que tu vas faire la même chose ? Est-ce que c'est pour autant que c'est un exemple à suivre un exemple à suivre. Pourquoi tu choisis les lions sur le fait qu'ils mangent de la viande, sachant que toi tu ne chasses pas, sachant que les lions font plein de choses que tu considérais comme pas moraux. Ils se lèchent les fesses. Oui, voilà, c'est ça. Pour plein d'exemples, et c'est souvent dans sa façon de genre détruire ces arguments avec une logique incisive et imparable, et un humour qui est décapant, qui m'a fait énormément de bien et qui m'a beaucoup permis de construire
mon argumentaire, parce qu'avant j'avais vraiment des éléments de réponse qui étaient un peu éparpillés et ce qui souvent en fait la personne en face de nous elle voulait juste donner une pique ou se défendre et elle n'a pas le temps de vous écouter pendant des heures débattre sur si nos ancêtres étaient effectivement herbivores ou s'ils mangeaient de la viande et que ça leur a permis à développer leur cerveau. En fait c'est pas le sujet de la question. Le sujet c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut se passer d'exploiter, tuer des animaux et si oui, pourquoi on le ferait pas quoi. Bah oui, bien sûr. Voilà. Alors c'est étonnant parce que c'est très incisif, Vegan Sidekick, c'est vraiment... Il y a aussi de la colère dans ses dessins, c'est vraiment un seul trait, enfin c'est vrai, c'est très stylisé, hein, un peu tremblotant, enfin il y a quelque chose presque comme si c'était un trait de colère, quoi, quelque chose... Et c'est étonnant que ce soit ça qui vous ait aidé à... Enfin, c'est étonnant, moi j'adore, hein. Mais je veux dire que souvent on se dit oui, il faut pas être trop violent pour parler aux gens, faut y aller doucement, etc. Mais en fait, vous avez pris ça quand même. Mais en même temps, bon, alors j'étais déjà un peu convaincu par la cause, donc ça m'a aidé. Oui. Mais ça a aussi beaucoup touché énormément de personnes qui n'étaient pas du tout véganes, et on le voit dans les commentaires. Enfin, plutôt dans les messages privés qu'il reçoit et qui repartage. En fait, il y a des centaines de personnes qui ont dit que voilà, ces BD l'ont aidé à se questionner sur leurs habitudes et l'ont permis de changer. Et ils recevaient des messages comme ça, genre une dizaine de messages au moins tous les jours comme ça, et depuis des années. Et donc, si c'est le cas juste pour ça, on peut imaginer le nombre de personnes qui n'ont jamais écrit, qui ont aussi... Et oui, à qui ça a fait le même effet. Et à qui ça a fait le même effet. Donc ça a un impact énorme. Vous avez un exemple d'une BD qui vous a vraiment touché Il y en a une qui était vraiment bien. C'est en fait, on voit une personne, c'est juste une seule case, c'est juste une seule image. Et en fait, on voit une personne qui est avec un couteau et des animaux morts autour de lui. Et devant lui, il a un mur. Et sur chaque brique, c'est écrit un sophisme, un argument fallacieux. Donc les lions mangent la viande, nos ancêtres étaient carnivores, la moralité c'est subjectif, enfin tous ces... Les légumes souffrent aussi. Les légumes souffrent aussi, etc. Et il y a une faille dans ce mur et une personne qui est de l'autre côté du mur qui a percé un trou dans ce mur et qui lui tend la main. Et tu vois, de l'autre côté du mur, des personnes qui vivent en paix avec les animaux. Pas mal. Et donc tu vois juste la personne qui est du côté des animaux morts, qui regarde, mais on voit pas son visage, et on se dit, ok, si c'était moi, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je refermerais le mur en mettant de nouveaux arguments, ou est-ce que juste je ferais l'effort d'aller de l'autre côté, voir ce que ça donne, quoi. Hyper touchant, c'est vachement bien. Ok, et vous avez d'autres inspirations comme ça? Oui, alors c'est... Insolent Veggie qui m'a fait découvrir justement Vegan Sidekick, et Insolent Veggie du coup c'est en français cette fois-ci. Du coup comme ça plus accessible pour nos auditeurs. Plus accessible, oui, même si beaucoup c'est ça, même si beaucoup de BD de Vegan Sidekick sont aussi traduits dans plein d'autres langues, mais Insolent Veggie, alors j'ai découvert vraiment vers la fin de ma transition vers le véganisme, et elle a cette façon aussi de tourner en ridicule les discussions, les différents arguments qu'on essaie d'opposer au véganisme, en parlant souvent de l'actu, de ce qu'on parle aux journaux, etc. Et elle a une façon de le faire qui, à chaque fois, me fait pleurer de rire, parce que elle juste redit les mêmes choses qui sont déjà dites, mais dans un contexte légèrement différent, et ça juste on se rend compte de l'absurdité de la chose. Donc par exemple, elle avait parlé d'une émission sur la possibilité d'une vie extraterrestre, et la voix off de l'émission disait est-ce que l'humanité est seule dans l'univers? Et elle s'est dit, mais attends, on n'est pas seul sur Terre, donc on ne sera pas seul dans l'univers. Et donc elle pointe du doigt déjà l'anthropocentrisme exacerbé, mis en valeur par cet exemple-là.
Et donc, elle se disait, si un jour on trouvait une planète avec d'autres habitants et habitantes, pourquoi on imagine que c'est forcément des humanoïdes? Ça encore, c'est une façon genre, que les humains ont de penser qu'on est l'espèce suprême, et que s'il y a d'autres espèces qui sont très intelligentes, forcément elles nous ressemblent d'une façon ou d'une autre, quoi. Bien sûr. Évidemment. Et donc elle disait, mais ça se trouve ça va être des vachoïdes, et donc et si c'est des vachoïdes, du coup est-ce qu'on va envoyer des éleveurs dans l'espace, ou si c'est des céroïdes, et là elle montre un politicien qui dit il se trouve que ces habitants de l'espace sont pleins de protéines, donc nous avons envoyé des chasseurs pour renouer un lien avec la nature et réguler l'espèce. C'est incroyable. Voilà, ça me fait trop rire. Oui, donc on voit bien que l'humour qui vous touche, c'est vraiment voilà, quelque chose de très incisif, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est des très critiques, frontal. Ouais, c'est ça. Qui ne s'excuse pas et qui critique l'ordre établi et ce qui est communément perçu comme normal, mais en fait qui l'est pas du tout. Ça, j'adore. Merci pour ces exemples très rafraîchissants. Alors, vous l'avez dit, vous avez fait des études d'architecture que vous avez donc arrêtées. Vous êtes allé au bout de vos études. Ok, très bien. J'ai un peu ce truc genre j'ai l'impression d'avoir un sentiment de gâchis si je vais pas jusqu'au bout de la chose. Ok. Mais alors, vous avez travaillé un peu dans l'architecture, ou vous êtes arrêté à la fin de vos études et après vous êtes passé à autre chose? J'ai fait des stages après, mais après je me suis rapidement tourné vers le début de ce qui est mon travail aujourd'hui, c'est-à-dire la promotion de la vie végane à Paris. D'accord. Et pourquoi vous avez... Enfin, si je peux vous poser la question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé comme ça? Il y avait plusieurs choses qui m'ont questionné en architecture à partir du moment où j'ai commencé aussi à m'intéresser à la politique, c'est-à-dire genre la façon dont la société fonctionne. J'ai vu qu'on arrivait rapidement à des limites en architecture, parce souvent quand on s'inscrit, qu'on se lance dans l'architecture, on part avec des idéaux, une envie de rendre la vie plus agréable pour les personnes qui vont profiter des architectures qu'on va construire, que ce soit des maisons, des bâtiments publics. On a envie de proposer des solutions pour que les habitats, les villes soient plus écologiques et respectueuses, des animaux. Et pendant les études, on nous donne le droit un peu au rêve et à l'hypothèse, et donc à créer ces prototypes. Mais dès qu'on arrive dans le monde du travail, j'ai trouvé que finalement les cabinets d'architecture, même ceux qui font des projets incroyables comme ceux de Shigeru Ban, qui est un architecte japonais qui est devenu célèbre parce qu'il faisait de l'architecture d'urgence avec un moyen révolutionnaire pour ce moment, qui était à l'aide de tubes de papier. Donc il faisait des camps pour des personnes qui ont été déplacées dans la Corne de l'Afrique, ou des personnes qui ont subi les conséquences de séismes, ou au Japon quand il y a eu un séisme également, et que des centaines de familles devaient aller dans un gymnase. Donc il a fait un système avec des tubes de papier aussi, qui permet de créer une partition entre les différents foyers, pour permettre à ces personnes d'avoir un peu d'intimité. Et donc c'est des projets qui sont géniaux, mais une fois que tu rentres en fait, dans ces cabinets, tu te rends compte que c'est juste la partie humanitaire, mais c'est pas la partie qui rapporte, en fait. Si tu veux avoir de l'argent qui rentre et payer les employés, va falloir faire le nouveau siège d'une marque de luxe, va falloir faire des bâtiments pour des promoteurs immobiliers, et en fait dès que on répond à un appel à l'offre, et en fait le promoteur immobilier, sa seule question c'est de savoir combien le projet coûte et combien il va lui rapporter. Et donc pour combien il va lui rapporter, ça va être
combien de personnes vont pouvoir payer un loyer de tel montant parce que le bâtiment fait joli, quoi. Et donc au final, tous ces projets seront en béton parce que le béton c'est moins cher, mais on mettra peut-être des petites façades en bois pour faire un genre un peu écolo et des petits arbres sur les images de synthèse pour donner envie aux gens d'acheter, et on va étendre encore la campagne périurbaine pour que les gens s'étendent dans des endroits encore plus espacés. Enfin bref. Et si on veut améliorer un habitat, en fait, on va juste augmenter le prix du loyer. Et quand le prix du loyer augmente, les personnes dont on voulait améliorer la vie sont juste obligées de partir et s'installer plus loin. Et ça va être des personnes avec des revenus plus aisés qui vont s'installer. D'accord. Et en fait, j'avais un peu l'impression que on est condamné à travailler pour les personnes qui sont déjà privilégiées. Oui, voilà. Difficile d'avoir une éthique sur tous les projets, en fait, si j'ai bien compris. En tout cas, toute sa vie, à moins d'avoir un nom, mais enfin, il faut se le faire, le nom, donc... Oui, voilà, c'est ça. Faut accepter d'en passer. Il faut se le faire le nom, et du coup, il faut passer par à toute une étape où on fait des projets qui ne nous intéressent pas. Et moi, j'ai une patience qui est très limitée. Dès que, à partir de 1 mois, en fait, juste, je perds toute motivation. Ouais, vous avez vite vu que vous n'alliez pas tenir la distance pour pouvoir... C'est ça. Puis, il n'y a rien de garanti, en plus. Enfin, je veux dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, en fait, selon vous? Parce que, il y a l'architecture, il y a l'urbanisme, les bâtiments publics ou des choses comme ça. Pour que ce soit plus inclusif, je pense à l'inclusion aussi des personnes, enfin vous le disiez, accessibilité aux personnes handicapées. Il y a plusieurs types de handicap. On pense au fauteuil, par exemple, mais je sais pas moi, les personnes qui sont malvoyantes, non-voyantes, les personnes malentendantes, j'imagine que c'est pareil, ça doit être aussi... faut sûrement prendre en compte, en fait, toutes ces différentes personnes qui existent, qui sont là, et pouvoir leur rendre la vie au moins aussi facile que les personnes qui n'ont pas ces... Oui, c'est vrai qu'il y a eu, en tout cas en France, ce qui est quand même bien, il n'y a pas que du négatif, c'est qu'il y a les réglementations en termes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, quand on construit des nouveaux immeubles, on est obligé d'avoir un ascenseur, d'avoir un certain nombre d'appartements qui sont complètement accessibles, et pareil dans les bâtiments publics. Donc, oui, de ce côté-là, il y a quand même eu des en fait, dans les nouvelles architectures. Ensuite, dans les anciennes, ça reste extrêmement peu pratique. C'est la limite. C'est pour ça qu'on va souvent voir beaucoup plus de personnes qui sont en situation de handicap ou en chaise roulante dans les villes nouvelles ou en extérieur. Mais c'est pas là que ça coûte plus cher, justement, peut-être. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pas encore au point, quoi. Cette histoire, c'est pas forcément accessible. C'est accessible physiquement, mais il faut que ce soit accessible aussi financièrement, selon les conditions des personnes. Et pardon. Mais ensuite. C'est vrai que pour ce qui est de l'accessibilité pour les personnes sourdes, pour les personnes aveugles, c'est des questions qui ont été moins soulevées pendant mes études. C'est bien d'en parler. Je sais que avoir une trame qu'on peut suivre avec les mains aussi, c'est une aide. En urbanisme, il y a tout ce qu'on connaît déjà, donc les sols bosselés, les sols bosselés qui indiquent qu'on arrive quelque part, des trams aussi, où on sait qu'on va d'un endroit à un autre. Il y a encore du taf. Oui. Et pour les animaux non humains, est-ce que, pareil, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer parce que, vous l'avez dit, en fait, on s'étend beaucoup. Ouais. On n'arrête pas de s'étendre, en fait, depuis des dizaines d'années. Et du coup, on ne pense pas... c'est-à-dire qu'on détruit les habitats de pas mal d'animaux sauvages ou liminaires. Et certains animaux sauvages deviennent liminaires, d'ailleurs au bout d'un moment parce qu'en fait ils sont obligés de vivre à côté de nous. Mais il y en a plein il y en a pas qui n'ont pas l'adaptabilité malheureusement. Et détruire leurs habitats fait que forcément ils se rapprochent de nous, mais rien n'est fait pour les accueillir entre guillemets, ou en tout cas qu'ils aient au moins des espaces où ils ne sont pas pourchassés comme des rats par exemple peuvent être empoisonnés dans la plupart des villes. Ou d'autres. Après il y a aussi les animaux vraiment sauvages, je pense aux oiseaux, à des insectes.
Ça me fait penser du coup à un petit sujet de recherche qu'on avait fait en première année de master en architecture. On avait décidé de le porter sur la place des animaux dans les villes, justement, parce que de toute façon, la majeure partie de la population mondiale veut habiter en ville ou le fait déjà. Donc voilà, on est une population majoritairement urbaine, et parce que les humains sont des animaux et que au final on fait partie de la nature, même si on tente de s'en détacher, il faut aussi repenser la place des animaux dans les villes. Et donc on avait un peu avec quelques recherches pensé à des lignes directrices qu'il faudrait mettre en place, en tout cas à l'échelle urbaine. Voilà, leur donner plus de place, parce que ne serait-ce que d'un point de vue éthique, là il y avait alors je sais pas si vous connaissez par exemple, enfin si vous visitiez Paris au début des années 2000, mais quand on est dans les gares, il y avait plein de moineaux. Je sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui on en voit genre quasiment plus. Très peu, oui. Vraiment, et j'ai regardé aujourd'hui un rapport de la Ligue des protections des animaux, la LPO, qui indiquait que rien qu'en 2003, entre 2003 et 2016, la population des moineaux elle a chuté de 75%. Waouh. Seulement à Paris ou Seulement à Paris. Et en France, c'était à peu près de moitié. Ok. Mais c'est d'autant plus drastique à Paris. Et donc ça, c'est pour citer qu'un seul exemple. Évidemment, la plupart des oiseaux sont touchés. Et une des raisons de ça, c'est leur difficulté à faire des nids. Ce qu'il disait, c'était que les nouveaux bâtiments, ils sont souvent très lisses. On voit genre les bâtiments, les architectures modernes, c'est les façades, du verre, du béton bien lisse. C'est ce qui donne un peu l'aspect un peu moderne, quoi. Sauf que le verre, pardon, je vous coupe, mais en plus le verre, c'est hyper dangereux pour les oiseaux. Voilà, en plus de ça. Les façades en verre, ils se cognent dedans, ils meurent tous comme ça. Comparé à des maisons en pierre ou en bois, ou avec des toits des débords de toit, bah ces bâtiments de style plus moderne, ils offrent aucune capacité du coup, aux oiseaux de trouver un nid ou de trouver des matériaux pour le nid aussi. Donc les solutions qui étaient avancées, c'était du coup d'avoir des bâtiments avec plus de porosité, mais également d'intégrer la végétation en ville. Donc ça peut être par l'intermédiaire de toits végétalisés, par l'intermédiaire de façades végétalisées. Et les toits végétalisés, en plus, ils ont l'avantage de prévenir en partie des inondations, parce qu'on sait avec le changement climatique, les événements climatiques comme les pluies torrentielles seront d'autant plus fréquentes et intenses. Et donc ça permet d'absorber un peu l'eau et de diminuer avec le tout à l'égout que ces égouts débordent. Voilà, et c'est intégrer un peu cette nature dans la ville, ça permet du coup d'avoir encore des insectes ou des graines qui leur permettent de se nourrir et de nourrir leurs petits, parce qu'en ce moment c'est la plus grosse raison de la mortalité, c'était que il n'y a plus rien à manger pour les petits. Pour les petits, voilà, c'est ça. En fait, ils cherchent à manger pour les petits, ils trouvent rien, donc les petits meurent. Et oui. Voilà, donc il y a ça, et il y a également le fait de garder des cœurs de nature, donc parce que des parcs c'est bien, mais c'est pas suffisant, parce que dans un tissu urbain qui est très grand et très dense autour d'un petit square, dans ces squares, dans ces petits espaces de végétation, la pression urbaine, le stress, le bruit, il est trop intense pour que les animaux puissent se reposer, voilà. Oui, puis en plus, c'est des lieux qui sont très, fréquentés. Oui, fréquentés et entretenus. C'est des lieux qui sont très entretenus en plus. Donc, du coup, il n'y a pas. Enfin, je sais pas si vous pensiez aux friches ou aux trucs comme ça. Oui, complètement. Ouais. Oui, il y a de façon générale, en fait, c'est simple. Genre, plus c'est lisse et plus c'est mortel pour les animaux. Bah oui. Donc, il faut laisser des arbres morts. De temps en temps, il faut laisser les feuilles mortes, des herbes en friche. Parce que c'est dans ces endroits-là où il y a des animaux qui peuvent se reposer, qui peuvent prédater, qui peuvent se protéger, se cacher. Au contraire, c'est ce qui permet un écosystème de vivre. Bah ouais. Voilà.
Et aussi d'avoir des liens entre ces espaces verts, de créer une trame, parce qu'il y a aussi des animaux qui ont besoin de migrer d'un espace à un autre. Et on voit par exemple avec les autoroutes, ça s'oppose du coup à ces besoins naturels de certains animaux de migrer. Et donc il y a plein de morts sur les routes. Mais il y a des solutions qui sont à ça. Il y a des tunnels, il y a des ponts, des ponts de végétation. Voilà. Donc il y a besoin de continuité en gros de la végétation, de porosité et des points de nature qui sont assez grands pour que les animaux puissent être en paix. Ouais, on espère que un jour ce sera un jour rapidement, parce que ça commence à devenir vraiment très très urgent. Voilà. Ce soit mis en place par les villes notamment énormément, mais il y a des initiatives. Je sais que je me souviens que déjà il y a 10 ans, quand j'allais à Conflans, ils mettaient des panneaux pour dire on laisse cet espace en friche parce que ça permet à la biodiversité de se régénérer. Donc il y a déjà des initiatives. Des initiatives qui sont prises en compte, qui ont besoin d'être plus généralisées, quoi. Bah oui. Parce qu'on le voit, c'est pas suffisant de la façon dont l'évolution des animaux en chute, à part pendant le répit du Covid, exact. pour le confinement. Exact. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on peut pas disparaître. Oui, voilà. Pour leur laisser la place. Enfin, ce serait bien une cohabitation, en fait. Voilà. Tout simplement. On peut pas juste soit eux qui disparaissent, soit nous qui disparaissons. Ce serait quand même bien. On est quand même assez intelligent, je pense, et sensible pour mettre ça en place. Voilà. Donc du coup, vous avez quitté l'architecture, vous avez sauté dans le vide et vous avez pris à bras le corps donc ce que vous faites en ce moment, c'est-à-dire l'accessibilité pour le coup à des personnes qui viendraient visiter. Alors pour l'instant, c'est seulement sur Paris. C'est très parisien comme comme épisode de Poule Sentimentale. Oui, désolé. Je ne sors pas trop du cliché pour le coup du vegan parisien citadin. Mais bon, à chaque personne de détruire sa part de stéréotypes. Exactement. Et donc du coup, voilà. Alors, est-ce que cette Vegan Tourist Map, c'est finalement un peu pour vous une stratégie, quoi, une façon de lutter? Est-ce que vous l'avez pris comme ça dès le départ? Est-ce que Oui, c'est ça. C'est vraiment ce qui m'a incité à la lancer, c'était de me dire, j'ai envie d'avoir un outil qui, plutôt que de faire de longs discours, puisse permettre à la personne de se rendre compte qu'il y en a pour tous les goûts dans la cuisine végétale, et qu'il suffit de piocher dedans. Il y en a, si on veut manger des burgers, c'est possible. Si on veut manger raffiné ou plutôt bistronomique, c'est possible aussi. Si on est plutôt intéressé par la cuisine japonaise ou afro, caribéenne, c'est possible aussi. Des pâtisseries. Donc, en le mettant sur un seul dépliant et juste en la passant aux personnes. Oui, vous pourriez nous décrire cette carte. Ça ressemble vraiment à une carte de route, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu inspiré du modèle. Donc, il y a sur la couverture, c'est écrit Vegan Tourist Map avec un plat appétissant de l'Embuscade, qui est un resto afro vegan vers Pigalle. Et quand on l'ouvre, on a le plan de Paris avec les 80 adresses 100% vegan qui sont situées, très principalement sur la rive droite, plutôt au nord, à l'est et au centre. D'accord. On a une idée de pourquoi d'ailleurs c'est les prix peut-être immobiliers, je sais pas, les locations de locales. Il y a quelque chose de se rassurant, je pense, de s'installer dans un endroit où on sait que d'autres personnes sont installées et que ça a marché pour eux. Donc, ce qui est Vegetown, c'est-à-dire le... Bon, je vais pas parler en nombre d'arrondissements parce que parce que tout le monde ne connaît pas. Exactement. Mais on va dire dans le centre nord-est de Paris, les quartiers un peu touristiques, un peu bobo, hein, on va pas se le cacher. C'est là où la plupart de ces restos sont installés. Dans le sud, ça va être plus familial, et à l'ouest, c'est le quartier qui est peut-être. résidentiel, et
un peu style Aristo. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas trop c'est très riche et conservateur. Donc ça va être peut-être moins des thématiques qui vont les intéresser, quoique il y a une pâtisserie qui s'est installée dans le 16e. Après, c'est au sud du 16e, donc c'est un petit peu différent du reste du 16e. Mais oui, le 16e, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est le quartier historiquement riche, aristocratique de Paris. Donc voilà, plutôt conservateur. Et après, c'est vrai qu'il y a de façon générale pas énormément de commerce quand on rentre vraiment dans le cœur du 6e. C'est très résidentiel, quoi. Oui, donc ça empêche, deuxième empêchement d'installer trop de restos là-bas ou d'endroits. Oui. Ouais. Ok, et donc là, sur cette carte, donc qui est une carte papier, je ne l'ai pas dit, voilà, mais c'est une carte papier, ce qui est un choix étonnant, on peut se dire, à l'heure où il y a toutes les applis numériques, etc. Mais vous avez tenu à garder une carte papier. Oui. Et donc, voilà, sur un côté, il y a le plan avec les adresses, et de l'autre côté, il y a du coup les catégories de resto. Donc les adresses sont rangées par thème, asiatique, pâtisserie, gourmet. Et donc il y a mes coups de cœur qui sont surlignés, il y a les infos pratiques, les photos, les prix, des détails sur le menu, le style, l'ambiance. L'idée d'avoir quelque chose d'assez coloré et en même temps pratique à utiliser. Oui, c'est très visuel, hein. Effectivement, oui. on est tout de suite... c'est vachement bien parce que c'est vraiment par catégorie, en même temps la petite description suffit et oui, le fait que ce soit coloré, enfin les couleurs sont très... comment dire ouais, c'est ça. Et merci. Oui, c'est ça. Vous cherchiez un mot, voilà, c'était un compliment, voilà, je vous donne le compliment que vous me le renvoyez. C'était très harmonieux, effectivement. Merci. Et donc on s'y retrouve bien, en fait, c'est-à-dire que voilà, on sait tout de suite où aller chercher, c'est très clair, voilà, donc c'est sûr que ça a ce côté pratique. Ouais, c'est la 6e édition, donc j'ai pu l'améliorer en reprenant des retours à chaque fois, donc ça m'a permis de... Vous avez dû rencontrer pas mal de monde là avec ce métier que vous construisez. Oui. Du coup, beaucoup de restaurateurs et de restauratrices, mais également d'autres professionnels et entrepreneurs et entrepreneuses de la vie végane, donc des distributeurs, des marques d'alternatives végétales, voilà, des associations. On la trouve où cette carte ? Où est-ce qu'on peut se la procurer ? On la trouve dans la plupart des restos véganes de Paris, par exemple chez Aujourd'hui Demain, aussi VG Pâtisserie, Mon Épicerie Paris aussi, qui est l'épicerie végane, et on peut aussi la commander depuis mon site internet, depuis la bio de mon compte Insta. Si on veut préparer sa venue, par exemple, histoire d'avoir... Oui. Je reçois pas mal de commandes des États-Unis. Ok. Ah ouais. Beaucoup de véganes aux États-Unis qui viennent à Paris ou Beaucoup qui viennent de Californie ou de l'État de New York, mais aussi d'autres endroits, et qui du coup préparent leur voyage longtemps à l'avance. Je suis très admiratif de ce genre de personnes. Moi en général, une fois que j'arrive sur place, si j'ouvre Apicao déjà dans le train, je suis déjà alors très fier de moi. C'est une application pareil, qui recense les restaurants véganes et végétariens et il semble... qui ont des options véganes également, donc voilà, parfois des restos unis qui ont... oui, c'est ça. Ça peut être très pratique aussi, mais c'est pas du tout la même façon de présenter la chose, mais voilà, c'est ça. C'est une bonne appli. Oui, non, c'est une bonne appli, hein. J'ai pas de... pas trop la concurrence. J'utilise souvent, elle est très pratique. En gros, ce qui va différencier l'appli de ma map, ça va être plutôt que l'appli, c'est bien pour trouver un restaurant rapidement autour de soi, ou manger quand on voyage, alors que ma carte, c'est plus intéressant quand on veut choisir exactement le resto dans lequel on veut aller en fonction de son humeur et de ses goûts. Oui, d'accord. Et vous comptez faire une appli aussi ou vous restez sur la carte ? Je compte faire aussi une web app, mais c'est pas mal de travail, mais j'ai un ami qui est développeur. Ah ouais, pas mal. Et c'est pas une décision que j'ai prise seul dans mon coin, c'est juste que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé quand est-ce que je ferais une web app, et donc j'ai demandé aux personnes qui me suivent sur Instagram
ce qui les intéresserait, ce que mon app pourrait apporter de plus par rapport à ma carte papier et par rapport à Happy Cow. Et ce qui ressortait, c'était que ils souhaitaient quelque chose qui soit comme quand on se tourne vers un ami qui connaît bien les bonnes adresses et qui pourra donner des conseils détaillés et un suivi fin. Ce qui est un petit peu déjà l'esprit de la carte oui, c'est ça. Actuellement. Donc, c'est ça. Mais comme c'est comme la version dépliant A2, donc c'est la dimension, donc 42 x 60 cm. Elle a l'avantage du coup de tenir en petit format. Mais si je veux donner plus de détails, des critiques détaillées, plus de photos, c'est ce que l'application pourra apporter. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, pour se rendre vraiment compte de ce qu'on va manger et tout ça. Oui. Pas mal. Alors, vous avez d'autres projets ? Enfin, vous avez mis en place déjà pas mal de choses. Donc, j'en parlais déjà tout à l'heure, au tout début du podcast. Donc, il y a 2 jeux de piste, c'est ça ? Et un food tour. Oui. Donc, ça consiste en quoi, rapidement ? Le jeu de piste, c'est une expérience immersive dans laquelle on mène une enquête en découvrant les quartiers historiques de Paris, leurs trésors cachés, en équipe, en résolvant des énigmes, en cherchant des indices qui sont cachés dans des jardins, des passages couverts, des hôtels particuliers, et qui se termine par un bon repas dans un resto vegan, parce que forcément, ça allait venir un moment. D'accord. De l'activisme par le jeu. Par le jeu, c'est ça, oui. En fait, ça croise un peu plusieurs de mes centres d'intérêt qui sont l'animation, la création d'un imaginaire, parce que j'ai aussi pas mal travaillé en tant qu'animateur depuis que je suis ado, en fait. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et pouvoir me dire, ouais, j'ai envie de créer tout un univers et avoir une excuse pour écouter plein de podcasts d'histoire sur la marquise de Sévigné ou George Sand. Je me dis, ouais, mais c'est pour le travail. Tu vois, du coup, en fait, c'est l'avantage un peu de se créer son métier, c'est que du coup, je peux me plaire à apprendre plein de choses parce que je sais que ça va me servir pour créer une expérience inédite qui va plaire à des gens et pouvoir me dire que du coup, il y a des personnes qui du coup viennent sur ce jeu de piste que j'ai complètement que j'ai inventé, quoi, et qui même organisent des anniversaires ou des activités d'intégration en entreprise qui font confiance à quelque chose que voilà, j'ai créé dans mon coin en regardant des blagues et je sais pas, je trouve ça trop cool. Ah oui, c'est chouette. Ouais. Et voilà, et donc du coup, les personnes qui viennent à ces jeux de piste, alors le food tour c'est peut-être différent parce que c'est vraiment un food tour que vegan, enfin voilà. Là, les gens qui viennent faire un jeu de piste, ils viennent vraiment faire un jeu de piste. C'est pas spécialement, j'imagine, oui, c'est ça. un public. En fait, il y a vraiment pas d'aspect. J'apporte vraiment pas le thème du véganisme ou des thèmes connexes au jeu de piste. On s'amuse, on découvre l'histoire de Paris. C'est un loisir, quoi. Et à la fin, on mange un repas vegan. Et si les personnes ne sont pas véganes et qui sont venues pour le jeu de piste, la partie histoire et la partie jeu, ce qui arrive régulièrement, elles peuvent découvrir la cuisine végétale, discuter avec souvent d'autres personnes véganes, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont véganes qui viennent sur ce jeu de piste, parce que c'est un peu un package. Et voilà, ça amène des discussions et peut-être des réflexions. Ça ouvre, en tout cas, les gens en tout cas en général sont plutôt ouverts. Oui. Ouais. Mais c'est pas caché qu'on mange vegan à la fin. Oui. Donc c'est juste que c'est pas le sujet principal, parce que j'ai pas envie que les gens se disent c'est un truc pour les véganes, peut-être pas pour moi alors. Bah oui, bien sûr. C'est juste à la fin on mange et il se trouve que c'est vegan et pourquoi pas, quoi. Donc j'ai jamais eu de haters du véganisme. Comment? Mais on mange de l'herbe à la fin, mais remboursé. Des graines. Voilà, c'est ça. Non, ça va. C'est subtilité vraiment entre ne pas en faire des caisses pour pas effrayer, on va dire, des personnes qui sont
pas encore très sensibles au sujet, qui sont juste, juste curieuses, et quand même ne pas que les personnes soient au moins ouvertes à ça. Oui, parce qu'elles sont au courant, donc on considère qu'elles sont acceptées d'avance. Voilà. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des projets à venir dont on peut parler ou... Oui, juste un tout petit mot sur le food tour. Ah oui, pardon, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Le food tour. Donc le food tour, c'est une visite culinaire, et cette fois-ci orientée nourriture. Pour l'instant, cette visite, elle est sur le thème de la street food dans le quartier du Canal Saint-Martin. Et donc, on passe par 5 endroits différents. Donc, on mange bien. Il y a un burger style à la japonaise avec du caviar d'aubergine, du seitan frit, du chou blanc mariné, enfin plein d'autres choses. Un sandwich chaud avec des légumes de saison, une part de pizza sicilienne, des assortiments d'entrées vietnamiennes, et une fin dans un café insolite, secret et très cosy, avec un dessert et une boisson. Voilà, et donc cette fois-ci, on peut parler un peu de véganisme, mais j'en profite aussi pour parler un peu du quartier du quartier qu'on traverse. Oui, c'est ça, pareil. C'est itinérant. Enfin, vous marchez d'un lieu à l'autre pour aller chercher l'entrée, le plat, le dessert, quoi, si j'ai bien compris. Et ça vous fait l'occasion de parler les 4 plats et le dessert. Ah, pardon. Oui. Mais oui, faut avoir très faim quand même, non? Oui. Après, ça va. J'ai dosé en général. En général, les gens s'en sortent bien, et au pire, j'ai des tupperwares. Ah, très bien. Ça fera des restes. Mais oui, donc ça permet de découvrir, qu'on soit de Paris ou non, des endroits qui sont très chouettes, et un peu le restaurant aussi, parce que c'est passionnant. Très majestueux. Ah oui, impressionnant, imposant. C'est ça. Et donc d'autres projets pour les mois à venir, l'année à venir, les années. Quand est-ce que le podcast sortira? Parce qu'il y a un projet, mais je pense que ce sera pas avant le mois de mai, de toute façon. Ok, donc je peux parler. Je peux en parler maintenant. Je pense que c'est mai ou juin. Je travaille sur un festival afro-vegan qui aura lieu à Bobigny, que je co-réaliserai avec Oumi de Wild Kitchen Paris, qui organise des ateliers de cuisine végétale avec des chefs, et l'Embuscade, l'équipe de l'Embuscade, donc le restaurant afro-vegan à Pigalle. D'accord. Et donc pour l'instant, on est encore sur... on monte la line-up. C'est quoi la line-up? Ah pardon, Non, c'est moi qui connais rien aux anglicismes, vous inquiétez pas. Je suis trop parisien. Non. On monte la programmation, le programme, donc les artistes qui seront présents. Voilà, a priori, on partirait sur plutôt un univers afro-futuriste. Donc là, en ce moment, je suis en train de me documenter là-dessus. Genre, ok, c'est quoi l'afrofuturisme? J'écoute de la musique, j'écoute un podcast dessus. Et c'est passionnant, et donc ça me motive beaucoup. J'ai hâte de mettre tout ça en place. Ah oui, c'est très intriguant. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu d'afro-véganisme? Qu'est-ce que c'est? Parce que je suis pas sûre que tout le monde... Enfin, je pense que la plupart des gens pensent que vegan, c'est nouveau et blanc. Oui, complètement. Hein, on est d'accord? On est d'accord. C'est pas juste moi qui ai cette impression. C'est marrant parce que justement, il y a Astrid, qui est une militante vegan, hier, qui a posté un post pour mettre avant 6 personnes noires et entrepreneuses véganes, et j'en faisais partie. Et du coup, je voulais partager en disant, en fait, j'apprécie ce geste. Parce que, justement, parmi les stéréotypes qu'on a autour de la personne végane, c'est que c'est une personne qui habite en ville, ce qui est mon cas, mais aussi qui est blanche, voilà, et aisée. Et le problème avec ces stéréotypes, c'est que quand on s'identifie pas à ce modèle un peu type, on a tendance à s'éloigner de la question principale, qui est la condition animale. Ouais. On a l'impression que c'est quelque chose pour les autres. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la représentation pour que les personnes puissent s'identifier et donc pouvoir s'intéresser de nouveau à la cause qui est défendue.
Et donc, en ce qui concerne l'afro-véganisme, Omi, une embuscade avait organisé un festival afro-vegan. Et parmi les activités qui étaient proposées, il y avait des conférences où on discutait un peu de cette notion. J'avais aussi eu l'occasion d'interviewer les intervenants et intervenantes à ces tables rondes. Et ce qui en ressortait, c'était souvent un souhait de retour aux sources et d'embrasser des formes dans certaines cultures africaines où il n'y a plus d'opposition entre la culture et la nature, où la culture fait partie de la nature, où on assume que les humains sont des animaux comme les autres, où il y a aussi des divinités qui ont des formes animales, bref. Mais aussi, dans certaines cultures, il y a une place de l'alimentation végétale qui est beaucoup plus présente qu'elle n'a pu le devenir par la suite après les influences et la colonisation. Et donc, il se détache des stéréotypes qu'on peut avoir aussi sur la cuisine, sur les cuisines africaines qui on imagine souvent à base de bœuf, de poulet. Et on parle aussi d'afro-véganisme parce que ça permet de retourner à l'alimentation à base de produits que nos ancêtres, donc je parle de la part des personnes afrodescendantes, mangeaient. Et en fait, le corps s'habitue à mieux percevoir des nutriments de produits que les générations précédentes ont mangé sur des siècles, voire des millénaires. Ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant du coup d'intégrer certains produits. Donc ça peut être le manioc, ça peut être d'autres légumes tubercules, etc. Donc ça veut dire que avant la colonisation en Afrique, il y avait plusieurs endroits, peuples qui mangeaient plutôt végétarien, voire végétalien, c'est ça? Qui étaient plutôt dans... En tout cas, pour qui il y avait une alimentation plus végétale, oui. C'est évidemment pas une globalité. Il y a des pays où on peut très difficilement faire pousser des plantes. Des pays, je dis des régions plutôt, où l'alimentation était plutôt à base de lait ou de viande, dans certaines zones arides. Mais dans des zones qui sont être beaucoup plus tropicales, plus fertiles, il y avait la place de la viande qui était moins prépondérante qu'elle a pu le devenir. Et ce serait par considération éthique, ça c'est difficile à savoir j'imagine, mais en tout cas le mouvement tel qu'il est en ce moment, afro-vegan, veut s'inspirer de ce qui s'est passé avant la colonisation, donc c'est un mouvement décolonial, et prend en compte les intérêts des autres animaux. C'est ça l'idée. C'est ça. Y a une idée un peu de concevoir les animaux et les humains comme faisant partie d'un tout et qui peut se distinguer d'autres formes de véganisme où on se dit on fait pas de mal aux animaux, mais il y a toujours une forme de séparation entre la culture, les humains et les animaux, la nature. Et donc les humains doivent protéger la nature, doivent prendre soin des animaux et pas les humains sont des animaux. D'accord. Oui, une forme de paternalisme un petit peu, de vouloir contrôler quelque chose même si c'est pour le bien. Oui. Il y a effectivement cette attitude de protéger, et là c'est autre chose. Là c'est vraiment... Oui, c'est ça. C'est une question... je dirais plus de respect. Là, je parle de ce que je sais, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont être probablement beaucoup plus renseignées que moi. Je pense à Mangeuse d'herbe, Charlotte, sur Instagram, c'est un thème qui revient très souvent dans ce dont elle parle, qui pourra en parler. Moi, c'est plutôt un sujet que j'ai effleuré, donc je m'excuse par avance si je peux avoir des choses incomplètes dans mon discours, quoi. Mais oui, c'était le thème de afrofuturisme. Ah oui, afrofuturisme, mais c'est un festival afro-vegan. Ce sera un festival afro-vegan et afrofuturiste. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, afrofuturiste? Alors, c'est un terme qui a été inventé en 93, donc assez récent, par une personne qui s'appelle Marc Derry, qui a fait pas mal d'interviews. Et on est ressorti que c'est une constellation d'imaginaire, de la fiction spéculative, de différentes formes d'art,
qui recroise l'expérience en particulier des Afro-Américains, avec les technologies et la science-fiction et voilà le futur. Donc par exemple, un des thèmes récents, enfin une référence récente les plus connues, c'est Black Panther, le film Black Panther, dans lequel on imagine une civilisation africaine très avancée technologiquement, qui n'aurait pas connu la colonisation et voilà le pillage des ressources, l'esclavage et toute cette histoire voilà, bref, toute cette histoire. Ouais. Qui a détruit, on peut dire. Voilà, qui a détruit des personnes, des territoires. C'est ça, voilà, des civilisations. Et donc, c'est une façon de dire, ah ouais, et si, et à quoi ça ressemblerait. Et donc, ça a été repris aussi dans les thèmes de la musique. Et il y a Janelle Monáe, qui est une chanteuse de soul, cyber soul, un terme qui a été inventé à travers son album, dans lequel voilà, elle mélange dans une tradition musicale très afro-américaine des inspirations avec voilà, des thèmes sur les paroles d'Android, de voyage dans l'espace, et aussi au terme de les sonorités, il y a tout ça qui rentre en jeu. Voilà, c'est une façon aussi de questionner, de critiquer le modèle sociétal actuel et de réimaginer l'expérience des personnes afrodescendantes. Super. Bon, on va arriver à la fin de notre discussion. Oui. On a 2 questions rituelles qu'on pose à tous et toutes nos invités et EES. Inclusivité. C'est bon, vous êtes c'est bon, on est bon. Safe place. Walk. Exactement. Et donc, du coup, nos 2 questions. Alors, la première, c'est est-ce que vous avez, alors oui, je pense que vous avez un resto à nous conseiller et ou une recette végane. Alors ça, je sais pas si vous avez une recette. Voilà, alors, vous pouvez donner les 2. Ça peut être un resto, une recette ou une seule des 2. Bon, un resto, je l'ai déjà cité 2 fois, mais je pense que c'est l'embuscade actuellement. Parce que dès qu'on y rentre, on se sent chez soi, et ceux qu'on y viennent depuis longtemps ou que ce soit la première fois, c'est vraiment une ambiance hors du temps. Toujours une bonne ambiance, les plats sont vraiment bons, réconfortants. Il y a par exemple le tieb ou tiep en fonction de la prononciation, qui est un plat sénégalais avec du riz cassé mijoté, avec des légumes comme du gombo et d'autres légumes d'Afrique de l'Ouest. Des burgers aussi, le midi maintenant, ou sauce sautée aux pleurotes frites, des beignets diabolitos, des cocktails aussi qui sont fous, puis des soirées des fois le soir. Bref. Et oui, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est un lieu qui ouvre tard. Ouais, c'est un lieu qui ouvre très tard, c'est un des seuls lieux véganes qui ouvre après 22h. Ouais, c'est ça. Comme si les véganes allaient se coucher très tôt, mais pas du tout. Il m'a mis au lit. Non, vraiment. Non, ça, pour le coup, c'est vraiment un lieu qui casse les codes sur plein d'aspects. Donc voilà, j'adore. C'est difficile de ne pas passer chaque anniversaire chez eux aussi, parce que le lieu s'y prête parfaitement. Voilà. Trop bien. Pas de recette ? Si, allez. Trop bien. Une des toutes premières recettes que j'ai fait, que je continue à faire quand j'ai pas d'inspiration, et parce que c'est toujours bien, c'est un bon dalle. Bon dalle de lentilles corail, voilà, avec du curry, du lait de coco, des oignons et des carottes revenues au fond de la poêle. Juste du coup précision, parce que le lait de coco, alors on qu'on en a parlé ce midi. Parlons du lait de coco. Oui, qu'est-ce que vous prenez comme lait de coco ? Parce que c'est compliqué tout ça. Alors oui, parce que qu'est-ce qui se passe avec le lait de coco ? Parce qu'avec le lait de coco, du coup, et avec les noix de coco, lorsqu'elles viennent de Thaïlande, vous pouvez être sûr à 99% des cas qu'elles ont été recueillies par des singes esclaves qu'on maintient dans les cages et qu'on entraîne à cueillir les noix de coco et qui sont maltraitées, etc. Oui. Enfin, c'est facile de retrouver des informations là-dessus. Si vous tapez genre singe, noix de coco, vous le verrez.
par contre difficile à regarder Ouais. les reportages. Et donc, pour ma part, je vais dans des magasins bio de mon coin parce que ils ont souvent une charte éthique qui font qu'ils vont mettre en avant des marques qui font attention à ces choses-là. Et donc, il y a des boîtes de lait de coco dans lesquelles c'est clairement indiqué n'a pas eu recours à des singes. On voit un petit logo avec un singe barré. Aussi de façon générale, quand c'est certifié du commerce équitable, je pense que du coup c'est des humains qui ont. Et oui. Et c'est mieux parce que si on, voilà, c'est bien de. C'est bien de ne pas avoir recours à des singes esclaves, si on peut aussi avoir recours à des humains qui sont payés décemment. Tant qu'à faire. Voilà, c'est bien aussi. Ouais. Donc voilà. Ok, donc il y a donc soit ce logo singe barré, soit vous disiez le commerce équitable. Commerce équitable, ouais. Il y a aussi la provenance, la provenance des noix de coco. Quand c'est de Thaïlande et Philippines, si je me souviens bien, c'est là où les singes sont quasiment toujours exploités. Mais il y a d'autres régions du monde, alors j'ai plus en tête, mais où du coup les cocotiers sont beaucoup plus petits, donc on n'a pas besoin de. Ah, c'est ça. C'est qu'en fait pas besoin d'utiliser de. Ce serait bien qu'on les utilise jamais en fait. Mais voilà, ce serait pas utile d'un point de vue mercantile. Ouais. Du coup, ils le font pas. D'utiliser des singes. Quoi. Ok. Donc attention au lait de coco, mais on peut donc en consommer quand même si on fait un peu attention à la provenance. C'est ça. Et donc dernière question, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux auditrices aujourd'hui, un dernier mot, quelque chose qu'on n'aurait pas encore dit, ou voilà, ce qui vous vient? Alors, je dirais pour devenir vegan, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de rencontrer d'autres personnes véganes. Donc, des solutions pour ça peut être... Facebook, ça meurt de plus en plus. J'allais dire d'aller sur des groupes Facebook, mais il y en a encore. Voilà, il y en a encore. Donc, ça peut encore un peu fonctionner. Des fois, on trouve des gens, mais sinon... ça peut être des antennes d'activisme pour les animaux. Des fois, on rencontre d'autres véganes avec qui on peut bien s'entendre. Ça peut être aussi, peut-être sur Meetup, regarder s'il y a des événements véganes près de chez vous. Ou sinon, tout simplement, essayer de trouver un resto vegan ou végétarien. Parce que c'est souvent là qu'on va peut-être des fois tomber sur des membres de l'équipe qui sont véganes ou qui pourront donner des conseils pour rencontrer d'autres personnes, où il y aura des flyers, ou trouver la petite porte d'entrée pour chercher un peu son acolyte ou son coach ou sa coach qui nous permettra d'avoir le courage de passer le pas, et à qui on pourra se plaindre quand on aura eu encore une conversation avec quelqu'un qui nous dira que les plantes souffrent aussi. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Rose. Voilà, chers auditrices. J'espère que Franck vous a transmis, comme à moi, sa joie communicative. Le festival aura bien lieu, mais depuis l'enregistrement de cet épisode, la thématique a un peu changé. Ce ne sera pas l'afrofuturisme, mais la disco. Le premier Disco Veg Fest se tiendra le 15 juin 2025 à la Prairie du Canal à Bobigny, près de Paris. Toutes les infos sur le compte Instagram de Lièvre Taquin et dans la description. Venez nombreuses et nombreuses. On souhaite longue vie à ce festival. Cet épisode vous a plu? Alors partagez-le sur les réseaux, mettez des étoiles dans Apple Podcast ou Spotify ou des pouces sur YouTube et surtout, laissez-moi vos avis et commentaires. À très vite!